Tanguy Viel, article 353 du Code pénal. Sur aucune mer du monde, même aussi près d'une côte, un homme n'aime se retrouver dans l'eau tout habillé. La surprise que c'est pour le corps de changer subitement d'élément, quand l'instant d'avant le même homme aussi bien bavardait sur le banc d'un bateau, à préparer ses lignes sur le balcon arrière, et puis l'instant d'après, voilà, un autre monde, les litres d'eau salée, le froid qui engourdit et jusqu'au poids des vêtements qui empêchent de nager. Il y avait le bruit du moteur qui tournait au ralenti et les vagues, à peine, qui tapaient un peu la coque. Au loin, les îlots rocheux que la mer en partie recouvrirait bientôt, et puis les sternes, ou mouettes, qui tournaient au-dessus de moi comme près d'un chalutier, à cause de l'habitude qu'elles ont de venir voir ce qu'on remonte sur nos bateaux de pêche, en l'occurrence un homard et deux tourteaux. C'est ce qu'il y avait dans le casier quand on l'a hissé. Qu'on l'a soulevé tous les deux par-dessus le bastingage, puisque donc on était encore deux à ce moment-là, remontant ensemble le casier comme deux vieux amis qu'on aurait cru être, à déjà voir les crabes se débattre et cogner les grillages, en même temps qu'on le posait là, le lourd casier, dans le fond du cockpit. C'est lui qui a sorti le homard et l'a jeté dans le seau, avec assez de vigueur pour éviter les pinces qui ensuite s'échineraient sur les parois de plastique. Lui, fier comme Artaban d'avoir pris un homard, il m'a dit: Kermer, c'est mon premier homard, je vous l'offre. Je ne saurais pas dire aujourd'hui si c'est cette phrase ou une autre, mais je sais que pas longtemps après, je le regardais frapper la mer de ses bras alourdis, indifférent aux gerbes d'écume qui déplaçaient. Peut-être il a pensé que c'était une mauvaise blague, peut-être il a pensé qu'il allait rejoindre un rocher ou un autre qui à marée basse se verrait affleurer. Même les sternes, dans leur rire, avaient l'air de penser ça, elles posées sur les arêtes coupantes des quelques roches lointaines qui déchiraient l'horizon, comme si elles trouvaient normal ce qui venait de se passer. Je veux dire, ce type tombé dans l'eau froide et qui peinait à nager tout habillé, soufflait ce qu'il pouvait en répétant mon nom pour que je vienne l'aider, disant: Kermer, merde, venez m'aider. Kermer, qu'est-ce que vous foutez? Et il a ajouté des mots comme bordel ou putain ou vous faites chier en pensant que ça me pousserait à réagir. Mais cela, non, il n'en était pas question. Et déjà je sentais que même les mouettes, blanches et froides comme des infirmières à force de ne jamais cligner des yeux, même les mouettes elles approuvaient. Peut-être, j'ai pensé depuis, pour vraiment savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est à une mouette qu'il faudrait le demander. Puis je suis entré dans la cabine et j'ai poussé la manette des gaz, désormais seul, à la barre d'un Mary Fisher de 9 mètres de long, comme si c'était mon propre bateau que je pilotais, assis sur le siège en cuir derrière la vitre piquée de sel, à mes pieds les tourteaux résignés. De l'extérieur, sûrement, on aurait dit que j'étais un vieux pêcheur habitué à sa sortie quotidienne, silencieux par nature et les gestes bien réglés, derrière moi le sillage bruyant qui recouvrait ses cris. Alors, j'ai poussé la manette un peu plus fort, avec les 400 chevaux qui nous propulsaient, le bateau et moi, de sorte qu'en un quart d'heure à peine, j'ai fait les 5000 qui nous séparaient du port. 5000, c'est sûr, ça ne se fait pas à la nage. Encore moins dans une eau fraîche comme elle l'est sur nos côtes au mois de juin. Et quand bien même, 5000 nautiques, ça fait dans les 9 kilomètres. J'ai garé le bateau à la même place, là où on l'avait pris une heure plus tôt, ponton A, place 93. Il n'y avait personne, ou presque, ce matin-là sur le port, et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai amarré le bateau comme si c'était le mien. J'ai emprunté la passerelle de fer qui menait jusqu'au quai, et puis j'ai pris ma voiture sur le parking. Sûrement, derrière une vitre ou un rideau, sûrement, on aura observé toute la scène. Je me souviens que je me suis dit cela dans ma voiture, que tout, à cet instant, s'écrivait à l'encre noire dans l'œil d'un autre. Quand la police a sonné chez moi quelques heures plus tard, non, je n'ai pas été surpris. Je n'aurais pas su dire si c'était la gendarmerie ou la police nationale, mais je sais qu'ils étaient quatre, deux en uniforme devant la porte et deux autres à peine plus discrets dans la fourgonnette au bout de l'allée. Sans doute,
J'ai l'âme assez coupable pour ne pas être surpris de voir la loi fondre sur moi comme une buse et déjà planter ses griffes dans mes épaules. Et comme j'y pense désormais, même si je les avais vus venir de loin, même si j'avais scruté aux jumelles leur présence sur la route et que j'avais compris qu'ils étaient là pour moi, je n'aurais pas fait autrement. Même s'ils m'avaient suivi depuis l'aube, j'aurais fait pareil. Pareillement jeté Antoine Laznec à l'eau. Pareillement garé le bateau à sa même place. Suivi le chenal qui mène au port de Plaisance. Pareillement respecté les bouées vertes et rouges comme des signaux ferroviaires. Avec toujours cette mouette posée à l'arrière du bateau et qui peut-être attendait que je la paye pour partir. Elle, la mouette, dans son œil rond sans paupières, on aurait dit qu'elle insistait pour faire partie de l'histoire, comme un témoin inflexible qui pourrait se tenir à la barre de tous les tribunaux du monde. Et j'avais juste envie de lui dire que j'irais de moi-même au tribunal, que je n'avais pas l'intention de me soustraire à la loi. J'avais envie de lui dire, moi aussi je suis une mouette, moi aussi je plane au-dessus de l'eau. Je sens bien que je n'ai plus de chair vraiment, et alors je survole la mer et les bateaux sur le port et je suis une mouette. Voilà, je suis une mouette, dans la brume du port, et je vois se dessiner la ville, et elle semble écrite dans une langue que je ne comprends pas, un alphabet fait d'immeubles reconstruits et de fenêtres ouvertes, et seulement sur les rebords je peux repérer les miettes qui restent. Oui, je suis une mouette et moi aussi j'attends l'aube. Que les gens mettent leurs poubelles sur la rue. Parce qu'ici les gens ont compris qu'on ne pouvait pas mettre ses poubelles dehors pour la nuit, qu'on ne pouvait pas enfermer ses déchets dans un sac et seulement les jeter dehors. Non, ces poubelles, on doit les garder toute la nuit chez soi, près de son lit, pour être sûr qu'aucune mouette ne viendra les éventrer. On doit vivre avec l'odeur de ces poubelles, l'odeur de chaque chose faite et digérée et jetée mais qui continue de pourrir à côté de soi jusqu'à l'aube. Voilà le prix des mouettes dans la région. Et puis donc, la police, l'arrestation, tout s'est passé calmement. Ils ont usé des formules qu'on use dans ces moments-là. J'ai pris mon manteau à l'entrée et je les ai suivis sans rien dire. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à pleuvoir un peu. Une bruine sans vent qui ne fait pas de bruit quand elle touche le sol et même enveloppe l'air d'une sorte de douceur étrange à force de pénétrer la matière et comme la faisant taire. Là, en même temps que je présentais mes poignets aux policiers comme si c'était une vieille habitude, j'ai jeté un dernier regard autour de moi, vers la terre abîmée, la mer en contrebas. Je me suis dit que désormais, j'aurais le temps de la regarder, la mer, depuis les fenêtres de ma cellule. Puis les deux flics m'ont poussé à l'arrière du fourgon et ils m'ont fait asseoir sur le banc de plastique collé à la tôle. Là, je me souviens, dans l'inconfort de la camionnette qui traversait le pont, sursautant à chaque nid de poule de la route fatiguée par le poids des remorques et des bateaux de 10 tonnes, là, par la vitre arrière qui accueillait la bruine, on aurait dit que le ciel essayait de traverser le grillage pour se mettre à l'abri lui aussi. Et ça faisait comme un rideau de tulle qu'on aurait posé sur la ville et qui ressemblait à notre histoire. Ouais, ça ressemble à notre histoire, j'ai dit au juge. Ce n'est pas du brouillard ni du vent, mais un simple rideau indéchirable qui nous sépare des choses. Premier chapitre. Donc, vous êtes revenu seul, a dit le juge. Oui, on était deux, et puis voilà, je suis revenu seul. Alors vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. On a retrouvé le corps ce matin. Je sais. Le mieux, a dit le juge, ce serait de reprendre depuis le début, et sans me laisser entendre si c'était plutôt une menace ou une dernière chance qui me laissait, moi, assis sur la chaise de bois qui lui faisait face, en contrebas du bureau de chêne ou de merisier qui semblait le surélever un peu, là, dans les 15 mètres carrés qui nous accueillaient tous les deux, dans le palais de justice aux murs si défraîchis, au fond d'un couloir sombre. Il y avait encore l'air du large qui dispersait mes pensées, l'impression que les fenêtres étaient grandes ouvertes et que encore mes idées, non, ce n'étaient pas des idées, des images peut-être,
mais qui maintenant tourbillonnait plus que le vent dans une voile, comme si j'étais un cormoran guidé par les caprices de l'air et cherchant sur la mer la moindre ombre ou étincelle qui justifierait que je plonge pour y prélever quelque chose, n'importe quoi, pourvu de savoir par où commencer. Quelque chose qui se mettrait à briller sous l'eau comme l'écaille d'un poisson. Il faudrait m'enlever ces menottes, j'ai dit. Moi, je ne peux pas parler sans les mains libres. Le juge a soupiré un peu fort, du genre de soupir qui dit je ne devrais pas, mais je vais le faire quand même. Et puis il a fait un signe aux gendarmes derrière moi, comme quoi c'était bon, on pouvait m'enlever les menottes. Pour un juge, il n'avait pas cette condescendance ou dureté, ni tout l'attirail que je m'étais représenté le concernant. Je veux dire, ni la barbe grise, ni l'embonpoint d'un quadragénaire, non. Ce juge-là, il avait 30 ans à tout casser, et on aurait dit qu'il avait envie de m'écouter. Je me suis dit qu'il aurait pu être mon fils, qu'en un sens, il aurait mieux valu que ce soit lui, mon fils, étant donné la situation d'Erwan à cet instant. Erwan, oui, c'est le prénom de mon fils. Étant donné la cellule de 3 mètres sur 3, d'où sûrement il regardait la ville, puisque donc, il y a cela aussi dans cette histoire, les conneries d'Erwan. J'ai frotté un peu mes poignets pour les adoucir, et j'ai évité de regarder le gendarme, parce que je ne voulais pas qu'il me croie insolent ou fier, dès lors que non, je n'étais fier de rien du tout. Et tandis que la porte claquait doucement, de ses 2 mains qu'il a eu l'air d'ouvrir comme un évangéliste, le juge m'a engagé à parler. Il y avait une odeur de peinture fraîche qui traînait dans la pièce, de ce genre de couleur neutre un peu grise dont on habille volontiers les bureaux pour oublier qu'ils sont vieux. Et ça faisait comme un mélange étrange parce qu'on aurait dit que toutes les injustices de la ville se trouvaient là depuis des siècles, comme piégées maintenant sous la peinture neuve et prisonnières pour longtemps. Et je ne dis pas que j'étais détendue à ce moment-là, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme à ma place. D'ailleurs, à force d'aplomb dans ma voix ou d'avoir l'air si à l'aise dans son bureau, je l'ai vu le juge qui s'enfonçait dans son fauteuil de cuir et respirait plus largement, comme pour me dire qu'à partir de maintenant, oui, il comptait sur moi comme sur son code pénal, et répétant seulement depuis le début, monsieur Kermer, depuis le début. Et il avait l'air d'avoir le temps. Il avait l'air de penser que si ça devait prendre 15 jours, il les prendrait. Rien que pour comprendre je ne sais pas quel ressort caché de l'histoire. Alors j'ai dit une vulgaire histoire d'escroquerie, monsieur le juge. Rien de plus. Et pour la première fois, je ressentais toute l'affaire d'un seul mouvement, comme si, en disant cela, je l'avais photographiée depuis la Lune et que je regardais une planète prise dans ses grandes surfaces bleues. Une vulgaire histoire d'escroquerie, j'ai répété. Et baissant le regard à hauteur du bois du bureau, une main posée à plat dessus, à demi caché par les dizaines de dossiers entassés sur le cuir qui le protégeait, écrit déjà sur beaucoup d'entre eux, Affaire Lasnek. Sûrement, ce genre de type, j'ai dit au juge, si on avait été dans un village de montagne, ou bien dans une ville du Far West 100 ans plus tôt, sûrement on l'aurait vu arriver. À pied, peut-être franchir les portes de la ville, à cheval, s'arrêter sur le seuil de la rue principale, en tout cas, depuis le relais de poste ou le saloon, on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire. Et peut-être vous, j'ai dit au juge, il y a 100 ans, vous auriez plutôt été shérif, et dans votre poche, au lieu d'un code pénal appris par cœur, il y aurait eu un revolver ou quelque chose comme ça. Quand peut-être le droit et la force n'étaient pas complètement séparés. Enfin, si on peut dire que depuis ils ont été complètement séparés, et si on peut dire que ce fut une si bonne chose que ça, vu que désormais la force ou la violence, elles ont bien appris à se déguiser. Mais le fait est qu'on ne l'a pas vu arriver. Nous, on l'a plutôt vu pousser, comme un champignon au pied d'un arbre. Et il fallait déjà qu'il ait atteint une sacrée taille pour qu'on commence à voir quelque chose. Et je ne dis pas qu'avant lui c'était le calme plat, mais quand même, on peut dire que dans cette région, je ne dis pas dans le monde entier, mais dans cette région,
qu'on n'a pas dû voir à la télévision depuis 20 ans, il y a bien des moments où les choses ont suivi leur cours sans excès, où les journaux et les comptoirs des bars, bien sûr, ils ont eu de quoi nourrir la conversation quotidienne, mais rien qui défraie assez la chronique pour qu'on sente comme une rumeur s'emparer de chacun, une rumeur qui s'enfle et le pire se fonde, à ce point qu'à un moment, il n'y aurait personne pour avoir plus le droit qu'un autre de le raconter. Ce serait plutôt comme une sorte de bruit de fond qui aurait doucement soufflé, empli de molécules qui ont fini par retomber en pluie sur chacun d'entre nous, sans qu'aucun se sente plus coupable ou plus concerné ou plus légitime pour raconter, mais sans qu'aucun non plus se prive d'ajouter son mot, son anecdote et finalement son jugement, pourvu que chaque phrase puisse cimenter sa tombe à lui, qu'on aurait tous voulu voir scellée depuis longtemps. Non, pas tous. Sinon, j'ai dit au juge, il n'aurait pas prospéré comme il a fait, sans qu'on sache jamais qui le soutenait vraiment. Et c'est à peine si, à moi plus qu'à un autre, incombe cette tâche de raconter toute l'histoire, sinon que sous mes fenêtres sont arrivés plus d'éclats peut-être que chez les autres citoyens, comme des brisures de verre qu'une sorte de vent local aurait soulevé et déposé plus souvent vers chez moi, comme à certains on dépose en nourrisson. Mais depuis le temps que les tribunaux auraient dû s'intéresser à son cas, j'ai dit au juge, moi, je suis seulement un bourgeon éclos le long de branches déjà longues, un bourgeon qui émerge à peine dans l'aube aussi brumeuse que les rues de Londres un matin de novembre, si je peux considérer qu'en matière de brume, ici même, on n'a pas grand-chose à envier à l'Angleterre. Peut-être que c'est pour ça aussi. Quand un type comme lui arrive avec une expression si solide sur le visage, avec comme des phrases à angle droit, et puis l'air si bien posé sur le sol humide, il y a quelque chose en lui qui serait comme une main tendue pour nous extraire des flots, à force d'énergie et d'idées de changement, à force de grands projets, puisque donc il avait cela, des projets. Et voyez déjà le genre de type que c'était, j'ai dit au juge, un type qui avait des projets. Ici, je peux vous dire, ce n'est pas un mot qu'on entendait très souvent ces dernières années, vu peut-être l'état des forces en présence, vu les 5000 habitants un peu las de la presqu'île. Ici, je ne sais pas si on peut dire plus qu'ailleurs, mais on sentait cela depuis longtemps, l'humeur du ciel abattue sur la rade, là, sur les sentiers côtiers, dans les allées du bourg, et jusque dans les réunions du conseil municipal, on sentait cela, une fatigue. Alors peut-être il suffit d'un type qui débarque avec assez d'énergie et un carnet de chèques plus épais que la moyenne pour que tout le monde se dise que c'est lui, l'envoyé d'on ne sait quel dieu pour nous sortir du marécage. Du moins, on dirait que c'est comme ça que ça s'est passé, et que du jour où il a débarqué dans la presqu'île avec cette idée si simple de racheter le château et tout le parc autour du château, alors c'est un peu comme si le chèque qu'il avait fait ce jour-là, on l'avait tous signé avec lui. Je n'ai jamais trop su pourquoi on appelait ça le château, parce que c'était pas vraiment un château, plutôt une grande maison avec de la pierre de taille et des ardoises très anciennes qui glissaient volontiers du toit dès que le vent s'énervait un peu, assez grande cependant pour que tout le monde ici dise ce mot-là, château, vu que dans un bourg comme le nôtre, on dirait que chaque chose a comme besoin de porter son surnom pour faire partie de nous tous. Alors cette maison inhabitée depuis si longtemps, cela faisait longtemps aussi qu'on l'appelait le château, là, dominant la rade, comme faisant face à la ville de l'autre côté du pont. Vous comprenez, j'ai dit au juge, nous, ce n'était pas la ville. Nous, c'était la presqu'île en face. Et on disait le château d'abord pour ça, parce que ainsi posé sur la pointe, il semblait lui tenir tête à la ville. Je crois qu'on disait le château aussi parce que ça appartenait à la commune. D'ailleurs, c'est bien parce que ça appartenait à la commune qu'il fallait quelqu'un pour entretenir le parc, quelqu'un qui tonde les 2 hectares de pelouse une fois par mois, comme si en quelque sorte c'était un vrai château et qu'alors il y avait besoin d'un vrai régisseur. Et en quelque sorte ce régisseur c'était moi, du moins depuis que le maire de l'époque m'avait proposé ça. Quelque chose pour vous dépanner, il avait dit, à cause de la pluie de problèmes qui s'abattait sur moi ces années-là. Alors par amitié peut-être, par compassion aussi bien,
Il m'a proposé de m'occuper du château et d'habiter là, dans la maison vide à l'entrée du parc. En échange, vous n'aurez qu'à entretenir le domaine, m'a dit Le Goff. Oui, le maire, il s'appelait Le Goff. Et en effet, il m'a proposé ça, qu'en échange d'un logement, je n'aurais qu'à tondre et puis tailler les haies. Et puis, quand on le mettra en vente, oui, parce que c'était déjà prévu. Vu les finances de la commune, c'était déjà prévu que le château serait à vendre un jour. Quand on le mettra en vente, il a dit, vous vous occuperez des visites. Et je me souviens quand il est venu me voir un soir et qu'il m'a dit comme ça en regardant par terre, après avoir échangé deux ou trois choses sur la bruine qui mouillait l'air ce soir-là, il a dit un peu en marmonnant, comme si ça lui coûtait plus cher qu'à moi, il a dit voilà, on va vendre. Et moi j'ai demandé en l'état, vous voulez vendre en l'état? Oui, en l'état. On vend et on ne touche à rien. On laisse tout. Même les araignées qui auront fait leur toile et les fantômes qui vont avec. Celui qui achètera ça, il aura tout. Alors j'ai repris. Et moi, est-ce qu'il faudra que je parte? Mon vieux kermeur, il m'a dit, ça ne changera rien pour vous. Il faudra seulement que vous vous mettiez d'accord avec le futur propriétaire parce que les 2 hectares, ils seront à lui. Et puis il a ajouté, et si un jour vos finances vont mieux, eh bien... Et moi je savais très bien ce qu'il voulait dire. Et il savait très bien que je le savais. Que mes finances étaient censées se mettre au beau fixe bientôt, très bientôt, dès que j'aurais touché l'indemnité de l'Arsenal, qu'alors ce serait comme un nouveau départ pour moi et quelques milliers d'autres, vu qu'en 3 ans ils avaient divisé le personnel par 5. Dans moins de 10 ans, j'ai dit au juge, l'Arsenal y sera désaffecté. Dans moins de 10 ans, il ne sera plus qu'un mémorial au cœur de la ville. Peut-être il y aura toujours de hauts grillages et des gendarmes à l'entrée pour qu'on n'entre pas. Peut-être on se demandera toujours ce qu'on fait à l'intérieur, mais en réalité, il sera vide. Il n'y aura plus rien que des gestes oubliés, la poussière sur les machines, la foule absente. Et moi, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis seulement que ça nous est tombé dessus un peu vite. Et sans même que tous ces départs accélérés n'aient provoqué tant de remous, encore moins de mouvements de grève ou de protestation, pour la simple raison que l'État ou la ville ou les deux n'ont pour une fois pas mégoté sur les conditions de départ, étant donné les 400 000 francs en moyenne qu'on s'était vu chacun allouer en guise d'indemnité, étant donné ce que signifiait 400 000 francs en 1990, autrement dit le prix d'une petite maison dans le Finistère. Alors vous comprenez, même syndiqué, même militant, il a bien fallu reconnaître avec quelle harmonie la lente et fatale fermeture de l'Arsenal était en train d'avoir lieu, de sorte que la plupart d'entre nous, à peine débarqués, on fut plus occupés à regarder les annonces immobilières ou les vitrines des bateaux neufs qu'à mégoter pour 20 000 francs de plus. Et encore maintenant, quand on se promène sur les sentiers côtiers qui dominent l'océan, même en semaine, quand on regarde le goulet malgré le courant et la mer qui lèvent contre le vent, on croise une série de gars qui n'ont pas l'âge d'être à la retraite, mais qui peuvent se pavaner au volant de leur pêche-promenade en posant bien en évidence le fruit de leur pêche sur les pontons, vu que depuis 10 ans qu'ils ont été remerciés, il faut bien qu'ils occupent leur matinée. Plutôt leur matinée, oui, puisque comme chacun sait, pour la pêche, il vaut mieux se lever tôt. Et puis relever ses casiers avant que quelqu'un s'en occupe pour vous. Mais bon, il ne s'agirait pas que je me lance à parler de pêche. J'ai dit au juge, là-dessus je serais trop intarissable et puis c'est pas pour ça que je suis ici. Ça reste à prouver, a dit le juge. À ça j'ai pas répondu, parce que je n'ai pas le sens de ça, la vitesse des mots comme l'a un juge ou un avocat, et qui les fait cingler comme un fouet dans l'air. En tout cas, ce n'est pas faute de l'avoir dit 1000 fois qu'avec cet argent, moi aussi, il fallait que je m'achète un bon bateau de pêche avec un moteur assez puissant pour passer les vagues à la sortie de la rade, et que dans le pire des cas, j'ai toujours pensé, si la vis durcissait, eh bien je pourrais toujours aller vivre dessus, du moins provisoirement, m'étais-je dit. Oui, ce serait comme un abri. Et je me voyais finir comme ça, dans la cabine aménagée d'un Antares ou d'un Mary Fisher, arrimé au ponton dans le fond de n'importe quel port. Mais ce n'est pas ça que j'ai fait. Non, a dit le juge, ce n'est pas ça que vous avez fait. Sinon je ne serais pas là, j'ai dit.
Non, a dit le juge, sinon vous ne seriez pas là. Et ça me fait bizarre d'entendre ça dans la bouche du juge, comme de l'ironie ou je ne sais pas. Un couteau dans une plaie qui rouvrait en moi sans que je distingue s'il le faisait par amusement ou si seulement il suivait la ligne droite des faits. Si la ligne droite des faits, c'était aussi la somme des omissions et renoncements et choses inaccomplies. Si la ligne droite des faits, c'était comme l'enchaînement de mauvaises réponses à un grand questionnaire. En tout cas, j'étais bien placé pour le voir arriver, lui, Antoine Laznec, avec ses chaussures à bout pointu. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal avec les chaussures à bout pointu, les chaussures italiennes, qui brillent même sous la pluie. Comme si j'avais l'habitude de commencer par les pieds pour aborder les gens. Normalement, non. Mais là, j'étais à tondre la pelouse du parc et donc la tête plutôt basse à surveiller l'avancée de la tondeuse sur le gazon, sans trop entendre ce qui se passait autour. Et ce que j'ai vu en premier, eh bien, ce sont ces chaussures de cuir posées dans l'allée. Aussi, parce qu'elles étaient si bien cirées et si noires sur le gravier blanc. Alors, j'ai levé la tête et j'ai vu ce type pas très grand et presque chauve avec une veste noire et puis une chemise un peu ouverte, comme un Parisien. Et il me regardait sans vraiment sourire, attendant que j'arrête le moteur de la tondeuse. Alors quand le moteur fut coupé, quand d'un coup le silence s'est installé, il m'a juste dit: C'est à vendre tout ça? Il y avait le bruit de ses clés qu'il remuait au fond de sa poche en même temps qu'il jetait les yeux vers le château, comme si d'un seul mouvement de tête, d'un seul tout ça, il avait circonscrit le périmètre du domaine, les 2 hectares qui regardaient la mer, la vieille bâtisse de granit usé, et se l'appropriait, déjà. Derrière lui, je pouvais voir sa voiture de sport couleur crème ou ivoire qui brillait dans le soleil, puisque oui, voyez, il y avait du soleil. Il y a du soleil ici quelquefois. Et oui, j'ai dit, tout ça, c'est à vendre. Le château et les 2 hectares du parc, c'est à vendre. Il y a eu un silence, tous les deux posés là dans l'ombre de la façade. Moi à enlever l'herbe humide qui collait à la lame sous la tondeuse, lui debout, dans le calme, le vent presque absent ce jour-là, les mains toujours dans le bruit de ses poches. Je voyais bien qu'il attendait quelque chose, alors j'ai lancé: Vous venez peut-être pour visiter? En effet. Vous voulez que je vous ouvre alors? Non, il a dit: J'attends quelqu'un. Et à nouveau, on était là, entre 2 phrases pas naturelles, un œil pour la tente et l'autre pour le verger qui descendait vers l'eau, déjà les premières pommes qui faisaient ployer les branches, et puis, un peu plus bas encore, Erwan, qui jouait avec son ballon de foot sous les arbres. Alors, peut-être parce qu'on ne savait pas où regarder l'un comme l'autre, peut-être parce que je n'osais pas remettre la tondeuse en marche, et puis parce que dans ces instants-là, on cherche ce qui autour de nous pourrait accrocher nos pensées comme un porte-manteau. En tout cas, il a relancé la conversation et il a dit: C'est votre fils? Oui, j'ai dit. Il aime le foot, on dirait. Oui. Vous suivez le foot? Comme tout le monde. Comment il s'appelle votre fils? Erwan. Il a quel âge? 10 ans, bientôt 11. Et il avait l'air de s'impatienter un peu, regardant vers la route si quelqu'un approchait, la main toujours dans la poche et le cliquetis continu de ses clés. Lui, pas plus qu'un autre, je me suis dit à cet instant qu'il allait acheter. Parce que j'en avais vu quelques-uns déjà, des types en costume avec sûrement un portefeuille plus gros que le cœur. Mais quand je leur faisais visiter l'intérieur, quand on entrait dans le grand hall médiéval et qu'ils voyaient l'état de délabrement, la plupart renonçaient. À force, j'ai fini par penser que je pourrais tirer sur le fil encore longtemps, à faire visiter le château comme un guide touristique à des gens qui n'achèteraient jamais, et habiter là, dans la maison de gardien, jusqu'à mes vieux jours. 45 mètres carrés en arrière de la mer, le vent fort quelquefois, mais d'épais murs de pierre, après tout, pour nous deux, ça suffisait. Je veux dire pour Erwan et moi, les 2 chambres et le salon, même s'il n'y avait pas beaucoup de lumière, même si les loirs avaient fait leur nid dans la laine de verre, même si les aiguilles des pins empêchaient le gazon de pousser à l'ombre des branches si persistantes. Il y a toujours eu cela ici. Des arbres persistants qui l'hiver empêchent le peu de lumière d'entrer là, dans le salon ou la cuisine, du moins autrement que filtrée par les arbres,
comme si leur lot de pelure verte et brune, ils la reversaient directement là, sur le carrelage de la cuisine. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Moi, je ressemble à cela aussi, un vieux pain persistant. Erwan le dit quelquefois désormais, que je suis un vieil arbre incapable de bouger. Sûrement la même vieille écorce sèche et presque venimeuse qui depuis tout ce temps s'enracine sous les murs. Lui, Erwan, il a grandi si vite ces dernières années, et ce qui change alors nos enfants, c'est à peine si on a cligné des yeux qui semblent aussi vieux que nous. Quel âge il a désormais a demandé le juge. 17 ans. Je devrais dire 17 ans seulement, comme si les 6 années qui viennent de s'écouler auraient aussi bien pu en durer 20. Alors maintenant, vous comprenez, toutes ces années qui ont passé, toutes ces visites surtout que je peux faire chaque semaine à mon propre fils derrière la vitre d'un parloir en attendant qu'il sorte, oui, maintenant je revois toute l'histoire différemment. Mais ce jour-là, dans le parc avec ma tondeuse renversée, Erwan et son ballon dans les bras, ce jour-là, quand Antoine Laznec est arrivé, comment on aurait pu lire notre avenir à nous, Erwan ou moi, entièrement sur sa peau. Et c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de juger les gens au premier regard. Pour moi, c'était un visiteur normal, un simple visiteur, comme il y en avait souvent le samedi après-midi, et qui semblait profiter que ce soit ouvert pour venir faire un tour. Et c'est seulement quand lui comme moi, on a entendu des pas pressés sur le gravier, c'est seulement quand j'ai vu Martial Le Goff arriver du fond de l'allée, alors je me suis dit que ce n'était pas comme d'habitude, parce que d'habitude, non. Le maire ne venait pas pour accueillir tel acheteur éventuel. Encore moins se serait excusé d'être en retard comme il a fait. Tout essoufflé, d'avoir couru, et comme s'il avait craint de manquer le début, lui, tout en sueur à cause de son poids. Le Goff, oui, il était plutôt gros. Gros comme on imagine un maire de village, avec de la coupe rose comme on imagine un maire de village. De la coupe rose un peu comme moi. Et pour cause, on a dû boire à peu près au même rythme toute notre vie. Et même souvent ensemble, puisqu'on se connaissait bien tous les deux. Toutes ces années au conseil municipal à voter les mêmes projets, tous ces casiers qu'on a remontés ensemble avec son petit bateau de pêche, quand alors on pouvait passer la journée en mer à rien faire d'autre qu'observer l'ombre des poissons sur la surface de l'eau. Et puis on était voisins. Depuis ma chambre, au loin, je pouvais voir la silhouette de Catherine éplucher ses légumes dans l'évier, lui, dans l'arrière-plan, se servir un whisky devant les informations télévisées. Et puis on portait le même prénom. Oui, c'est drôle, on s'appelait Martial tous les deux. En plus d'être du même bord politique. Alors peut-être tout ça, ça nous a rapprochés, si je peux dire qu'on a été proches, Le Goff et moi. Et puis, il fut un bon maire. Un temps, il fut un bon maire pour la presqu'île. Mais enfin, ça fait bien longtemps que Le Goff n'est plus maire, d'ailleurs il est plus homme non plus, paix à son âme. Mais ça aussi, j'ai dit au juge, ça aussi, c'était sûr que ça devait arriver. Qu'il y en ait un au moins qui finisse comme ça, suicidé. Il n'a pas réagi, le juge. Toutes ces fois où j'ai lancé des phrases comme des flèches dans l'air en cherchant où exactement elles retomberaient, sur quel dossier elles viendraient se planter ou rebondir et s'étendre sur la surface de son bureau comme autant de récits futurs, non, il n'a pas réagi. Pourtant, il y avait encore l'écho de la balle de son fusil de chasse à lui, Le Goff, qui résonnait dans toute la ville, sans qu'on ait vraiment élucidé les raisons de son geste, ou plutôt sans qu'on ait jamais voulu le faire. Rien d'autre que quelques suggestions prudentes de journalistes locaux, comme confites dans des titres évasifs du genre Le suicidé de la presqu'île ou Étrange mort d'un maire, en lui prêtant des problèmes d'alcool et de mariage. Mais c'est pas ça, j'ai dit. Martial, il n'avait pas de problème de mariage. Si c'était un problème de mariage, j'ai dit au juge, c'est plutôt moi qu'on aurait pu retrouver un matin effondré sur le sol. À ça non plus, il n'a pas réagi. Le visage de plus en plus illisible. Et comme si maintenant il m'avait laissé seul à seul avec la parole, avec le désordre de la parole, et 1000 pensées s'embouchant comme dans un entonnoir dont peut-être il essayait de comprendre les lois internes de sélection. Bon, mais toujours est-il qu'il était encore vivant et maire à part entière, Le Goff. Oui, bien vivant ce samedi-là, quand, avec Laznec, on l'a vu arriver depuis la route, se déhanchant comme il pouvait sur les graviers de l'allée, s'excusant par 2 fois d'être en retard, en s'essuyant le visage de son mouchoir en soie. Et je vous jure qu'ils avaient l'air de bien se connaître tous les deux.
Du moins si j'en juge par les gestes amicaux qui s'échangèrent, et s'appelant par leurs prénoms, Martial pour l'un, Antoine pour l'autre. Vous vous êtes présenté a demandé le goff. Non, j'ai dit pas vraiment. Alors l'autre, le cow-boy, comme je l'appelle quelquefois, il a fini par me regarder dans les yeux, sa main plutôt ferme dans la mienne, et il a dit Laznec. Mais rien de plus. Il n'a rien dit de plus sur lui, comme si ce nom à lui seul avait suffi à le faire briller dans le ciel des noms propres. Sauf que moi, je n'avais jamais entendu ce nom-là, encore moins qu'on était censé l'accueillir comme le Messie. Du moins toutes ces choses que Le Goff m'expliquerait un peu plus tard, quand le dit Laznec serait reparti, et qu'alors Omer je dirais il faut que vous m'expliquiez. Oui, il faut que vous m'expliquiez, j'ai dit à Le Goff quand Laznec fut parti, qu'il eut terminé la visite du domaine, fait le tour de toutes les pièces sans trop s'intéresser aux détails, et on aurait dit que c'était lui qui nous faisait la visite, tellement il nous précédait dans les couloirs et les chambres. Et je me souviens que plusieurs fois, quand il a regardé dehors depuis les fenêtres de l'étage, plusieurs fois il a dit il y a du potentiel ici. Vous aviez raison, Le Goff, il y a du potentiel. Et regardant le terrain qui dévalait en pente douce jusqu'à la mer, les pins alignés qui faisaient comme une allée royale vers l'eau, il a dit que ça lui plaisait beaucoup. Et il répétait ce mot-là, potentiel. Là, debout de dos devant les vieilles fenêtres de chêne, c'était comme s'il avait serré le ciel dans ses bras, la vue qu'on avait jusqu'au goulet, la ville un peu blanche qui descendait comme un escalier, tout ça, oui, il le tenait déjà sous son regard. Et jusqu'au nom de Le Goff qu'il faisait prisonnier dans ses phrases. Mais je ne dirais pas que je l'ai trouvé antipathique ce jour-là, non, ce n'est pas le mot qui convient. Et même si quelque chose de sombre avait seulement été écrit, même à l'encre invisible ce jour-là sur le verre des fenêtres, cela se saurait. Et moi, je n'aime pas tirer des flèches trop lumineuses depuis le passé lointain pour éclairer le présent. Je veux dire, je sais bien qu'il n'y a pas de boussole revenue du fond des mers pour nous indiquer le nord. Et souvent, c'est plutôt le contraire. C'est le présent qui jette sa lumière vers les grands fonds marins. Même quand j'y repense, vous savez ce qui frappait le plus au fond, ce qui frappait le plus au milieu de cette visite? Eh bien, je crois que c'était sa banalité. Ouais, sa banalité. Le genre de gars que vous croisez dans la rue avec un attaché-case, alors dedans, il y a peut-être des liasses de billets de banque ou des kilos de cocaïne, mais vous pensez qu'il y a seulement des polices d'assurance ou des catalogues de surgelés. N'était peut-être sa voiture de sport, comme on n'en voit pas beaucoup dans la région, une Porsche pour être précis. Encore que moi tout seul, je n'aurais pas su dire ce que c'était, mais Erwan était là. Erwan a tout suivi lui aussi de la visite. Alors plus tard, quand on l'a vu s'éloigner dans son nuage de poussière blanche, Erwan a dit c'est une Porsche, c'est une 911. Et du haut de ses 10 ans, il a ajouté est-ce qu'il va acheter le château? Alors j'ai regardé Le Goff et j'ai répété la phrase d'Erwan. J'ai dit c'est vrai? Est-ce qu'il va acheter le château? Et Le Goff m'a regardé à son tour. Il a ouvert des yeux plus ronds que d'habitude et il a dit Kermer, vous lisez pas les journaux? Et j'aurais pu répondre que si, hein, normalement si, et que seulement quelquefois, pourvu que je sois un peu plus là que d'habitude, de fait ce matin-là je n'avais pas acheté le journal. Alors Le Goff a sorti de sa poche arrière l'exemplaire du jour qu'il a déplié sous mes yeux, avec en énorme écrit quelque chose comme de grands projets pour la presqu'île. Et puis dessous, la photo d'un type un peu chauve à la chemise ouverte, de sorte que je n'ai pas eu à hésiter sur qui c'était, et encore moins sur ses intentions, quand à côté, il y avait un entretien qui disait tout des projets en question. C'est-à-dire qu'en balayant la page entière du regard, comme si j'y cherchais déjà la solution d'une énigme, je suis tombé sur des mots écrits plus gros que les autres, et qui feraient comme une déflagration dans ma tête, lisant les phrases qui contenaient d'étranges expressions comme complexe immobilier, comme investissement locatif, comme parc résidentiel, et puis sur le côté, en bas, comme une sorte de conclusion fébrile que le journaliste avait cru bon d'augmenter d'un point d'exclamation, il était écrit une station balnéaire. Une station balnéaire, j'ai dit au juge, vous entendez, une station balnéaire dans la rade de Brest. Et j'ai continué à lire l'article ligne à ligne, avec de grandes phrases du genre que ce qui manquait à cette région, c'était seulement la foi et le courage d'envisager l'avenir,
qu'il y avait là un potentiel inexploité, déclarait-il, qu'on était assise depuis des générations sur un tas d'or recouvert de choux-fleurs et d'artichauts, quand désormais s'ouvrait à nous l'ère nouvelle du tourisme et du développement, qu'il était temps de préparer notre entrée dans le nouveau millénaire, de sorte qu'à la fin de l'article, on aurait dit une sorte d'archange descendu du ciel des grandes villes pour venir fleurir nos consciences, d'abord les désherber comme il faut, nos consciences, et puis déposer des graines dans nos cerveaux en espérant y faire pousser un boulevard. Et mieux qu'un boulevard, des immeubles de 5 étages, tout de verre et de bois exotiques, avec des solariums, des ascenseurs vitrés et des piscines chauffées. Mais l'expression qui me restait sous le crâne en guise de point d'orgue qui n'en finissait pas, c'était pas seulement immeuble ou solarium, non, c'était station balnéaire. Pourtant nous étions rodés, nous les habitants, habitués à voir débarquer de temps à autre un hurluberlu qui nous prenait de haut, expliquant qu'on ne savait pas s'y prendre avec notre paysage, nos kilomètres de côte sans un hôtel-restaurant ni un parking digne de ce nom, sans une résidence un peu luxueuse pour profiter de la vue, avec cette lumière si belle qui traverse la roche en fin d'après-midi, le calme des fougères, qui ont l'air d'absorber toute la douleur du vent. Bien sûr, moi aussi je peux vous vanter les lieux, moi qui les aime plus que tous les margoulins de la terre. La brume qui va et vient devant le soleil pâle, la frondaison des arbres quand les tempêtes s'éloignent. Mais c'est pas comme ça qu'on vit avec les choses, pas en les vantant à tue-tête dans les colonnes des journaux. Là, dans le parc du château, tandis que la Porsche avait disparu depuis longtemps, j'ai pris le temps de lire l'article en entier. Et je me disais que c'était pas possible. Non, c'est dingue, j'ai dit à Le Goff, que je sois le dernier au courant. Mon vieux Kermer, a dit le maire, on vous a pas beaucoup vu ces derniers temps. Et je me souviens d'avoir essayé de comprendre ce que signifiait l'expression ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est vrai, j'étais plutôt enfermé chez moi, à trop regarder la télévision ou je ne sais pas, biner mes plates-bandes au pied des murs de pierre, mais sans trop me retourner vers la rue, ni le bourg, ni rien de ce qui se passait pour ainsi dire dans mon dos. Déjà, cultiver mon jardin et m'occuper d'un fils, à bientôt 50 ans, ça me semblait plus qu'assez. Vous avez sans doute raison, j'ai dit à Martial en lui rendant le journal. Je me suis trop isolé ces derniers temps. Et repliant le journal dans sa poche arrière, il a ajouté Kermer, ce gars-là, c'est la providence qui le met sur notre chemin. En matière de providence, c'est sûr, on a été servi. Quand bientôt ce ne serait plus seulement une rumeur installée qui courrait dans la ville, mais l'annonce en grande pompe de notre avenir à tous, là, dans la grande salle de la mairie. Oh, il ne faut pas imaginer une immense salle comme dans les grandes villes, avec des lustres en cristal et des baies vitrées qui racontent à tout le monde le bonheur des mariés. Non, seulement une pièce un peu plus grande que les autres, un peu plus lumineuse aussi, avec un parquet mieux ciré qui sait retenir les rayons du soleil le matin vers 11 heures. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé plus que tout la lumière de 11 heures, quand elle entre ainsi les jours de fête. Du moins s'il faut nommer jour de fête l'invitation de Le Goff ce matin-là pour nous présenter la maquette du projet avec les architectes et Laznec, bien sûr, en première ligne autour de lui, comme une sorte d'inauguration miniature, j'ai pensé, avec déjà les 500 verres disposés sur les nappes de papier et qui avaient l'air d'assister eux aussi à la cérémonie, si c'est encore le mot qui convient, cérémonie. En tout cas, ça m'a fait quelque chose de nous voir tous réunis, les habitants de la presqu'île, plusieurs centaines ensemble et comme concernés. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Il y avait encore le drap de feutre rouge qui la recouvrait, la maquette, que Le Goff lui-même, du geste le plus fier, le plus auguste de tout son mandat, retirerait après avoir fini son discours, et quel discours, avec le micro qui sifflait à moitié, qu'en cette fin de siècle difficile, a dit le maire, quelqu'un enfin avait osé trancher dans la grisaille des temps, et qu'alors on pouvait remercier, et le mot qu'il a dit, je vous le donne en mille, la Providence. Oui, qu'on pouvait remercier la Providence, a-t-il dit, d'avoir amené chez nous Antoine Laznec, lui qu'il était désormais inutile de présenter, lui qu'on avait vu dans tous les endroits où il était nécessaire qu'il fût vu, cela non, il ne l'a pas dit comme ça,
qu'on l'avait vu partout ces derniers mois, dans le journal local, dans les tribunes du stade, dans tel banquet caritatif organisé par leur club au nom d'animal, comme s'il avait eu le don soudain de l'ubiquité, de sorte que tout le monde depuis longtemps avait mis un nom sur son visage. Ce même visage qui bouffissait à vue d'œil à force de rendez-vous d'affaires dans les grands restaurants, nous, les habitants de la presqu'île, nous, les ouvriers de l'Arsenal ou bien les employés du port, on aurait dit qu'on le regardait en souriant piétiner nos plates-bandes, ces mêmes plates-bandes où nous tous, on avait cultivé nos vies sans même connaître son existence, et où c'est sûr qu'on n'avait pas besoin d'engrais pour que ça pousse plus vite. Lui, Antoine Laznec, il a fait comme un pionnier qui débarque sur une nouvelle terre. Nous, en Indiens effarés et naïfs, on a hésité sûrement entre une flèche empoisonnée et l'accueillir à bras ouverts. Mais il semblerait bien qu'on ait choisi la deuxième option. Ce matin-là, dans la salle de la mairie, quand il a reçu le micro de la main de Le Goff, on a tous eu cette impression-là, qu'il y avait comme un projecteur qui aussitôt s'était braqué sur son visage, comme si tout un village à l'unisson attendait cela, la parole d'un promoteur. Il a pris le micro et remercié d'abord Le Goff, et puis bien sûr les architectes, comme des momies en veste noire qui disaient pas un mot, et puis toutes les figures locales qui lui ouvraient leurs portes. Mais les portes de quoi, monsieur le juge? Je vous le demande, les portes de quoi? Sans oublier personne. Alors, ni un banquier, ni un maire, ni un vice-président, ni tous ces gens qu'il semblait avoir rencontrés dans les souterrains de la ville, entrepreneurs en tout genre, qui déjà se frottaient les mains d'avoir signé le plus gros contrat de la décennie, c'est-à-dire à ce moment-là, ne regrettaient pas d'avoir sacrifié leur dimanche pour arpenter les terrains de golf ou boire une énième coupe dans tel bar de nuit où se concluent les affaires. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, j'ai dit au juge, vu qu'en tant que juge, on est censé avoir comme une vue panoptique sur les affaires de la ville. Bon, pas au début, bien sûr, mais peu à peu, au fil des jours. Parce qu'à force d'enquête, j'en sais rien, parce que je suis pas juge, mais j'ai l'impression que c'est comme si on montait en ballon au-dessus des immeubles. Qu'à chaque nouvel indice, on alimentait la chaudière pour s'élever un peu plus haut, et qu'à à la fin, on survole la ville, les liens de la ville avec elle-même. Et alors, on commence à voir des routes nouvelles, pas seulement les rues commerçantes qui grouillent de monde le samedi après-midi, pas seulement le vent qui s'engouffre dans les rues traversières, mais des nouvelles rues, comment dire, plus aériennes, plus invisibles, des rues qui n'existent pas sur les plans, des avenues virtuelles qui déchirent la carte, de la mairie vers l'hôtel des ventes, et de l'hôtel des ventes vers la Banque de l'Ouest, du port de commerce au tribunal, sauf qu'à la place des gens qui circulent dans ces rues-là, dans ces avenues qui font comme des fêlures plus violentes que celles des architectes, il y a surtout quoi? Des paroles secrètes, des paroles et de l'argent bien sûr, et puis même des filles bien sûr, ou non, pas vraiment des filles, mais disons du sexe, c'est-à-dire à la fin, si on additionne tout, les paroles, l'argent, le sexe, eh bien on a tout. Oui, tout. Et après ça, il y a eu comme un silence entre nous, le juge et moi. Comme si on avait eu envie de réfléchir un instant aux moyens d'endiguer ça. Non pas les événements eux-mêmes, ça c'était trop tard depuis longtemps, mais notre écœurement dans le ciel gris de la fenêtre. Et c'est un fait que les gens comme moi, j'ai repris, on ne sort pas assez pour avoir toutes les clés de la ville. Pourtant, de chez nous, la ville, c'est seulement quoi? 12 kilomètres à peine. Mais enfin, il y a le pont. Et un pont, peut-être que c'est censé rapprocher, mais ça reste un pont, avec la mer dessous, qui monte toutes les 12 heures, et rappelle qu'on habite une presqu'île. Et qu'alors, pour des gars comme moi ou Le Goff, il restera toujours un océan en dessous qui nous sépare de certains endroits. Vous auriez dû voir ça, quand il a soulevé le drap rouge et qu'on s'est tous approchés. Là, dans un rectangle de verre d'au moins 2 mètres sur 3, éclairé du dessus par 2 spots verticaux, il y avait toute la presqu'île posée là, en modèle réduit. Les champs et les roches, les fermes et les maisons, l'église et la place du village. Notre presqu'île, j'ai pensé. Et on a applaudi.
je sais pas quoi exactement. L'instant, la maquette, ou bien Laznec lui-même, on a applaudi. Là, cette maquette, autour de laquelle on se bousculerait bientôt, tous penchés, admirant le sens du détail, cherchant chacun sa propre maison sur les chemins de plastique, c'était comme un circuit de train électrique dans la vitrine d'un magasin de jouets. Sauf qu'au lieu du train électrique, ce qui aussi vite capturait l'attention, c'étaient les 5 futurs immeubles qui se dressaient face à la mer, debout plus haut que tout le reste, faisant ombre au château et le parc lumineux qui les entourait. Et ils avaient poussé le vice à mettre des petits bonshommes posés sur les terrasses face à la mer, ou pas vraiment la mer, mais le morceau de plastique bleu qui représentait la mer, la longue plage de vrai sable qu'ils avaient prélevé à l'emplacement même du projet, de sorte que même les petits arbres en plastique au pied des immeubles, on aurait dit qu'ils avaient poussé pendant la nuit. Un temps, ce matin-là, on a tous habité là, dans ce rectangle de verre où ni la pluie ni la poussière jamais ne pénétreraient. Et on était comme aimantés par le futur. Une simple maquette, oui, mais déjà le soleil avait l'art de se refléter sur les vitres et les lignes d'aluminium, comme si soudain, à cause de cette vue aérienne qu'on avait, à cause de ce corps à corps absurde et millénaire de nous avec le littoral, pour la première fois, de le voir réduit à si petite échelle, on en sortait vainqueur. Je me souviens d'en avoir croisé ce matin-là des gens qui mettaient la main sur le prospectus à l'entrée, écrit en gros Les grands sables, un avenir pour la presqu'île, avec au dos sa tête à lui, Laznec, comme un tract à une élection municipale. Pourtant, j'ai dit au juge, si la France c'est un tapis de casino, alors ici, tout le monde sait qu'on est à 100 contre 1. Et il fallait être joueur, vraiment joueur, pour vouloir braver les lois rodées de l'économie locale et conquérir une population depuis longtemps rompue à l'échec, depuis longtemps fatiguée de tant de spectres ou de promesses qu'on lui avait si souvent vendues dans les journaux locaux, sans que jamais l'un ou l'autre voie seulement son commencement. À croire que les temps changeaient, n'est-ce pas? À croire que quelque chose de plus urbain s'étendait jusqu'à nous et que cela nous semblait dans l'ordre des choses. Peut-être, j'ai dit au juge, peut-être que désormais c'est comme ça partout. Dans tous les endroits dont on ne sait pas encore s'il faut les appeler vraiment des villes, autrefois villages c'est sûr, mais partout où le béton a recouvert les plaines, où les racines se vengent en fissurant les cours d'école. Ici comme ailleurs, j'ai dit au juge, ça a toujours été un casse-tête quand il fallait poser les nouveaux panneaux d'agglomération, comme si on n'avait jamais trop su ce qui justifiait les frontières ou ce qui les déplaçait encore. Terrain vague ou agricole gagné 1 par quelques promoteurs visionnaires, ou plutôt se croyant visionnaires, et puis finalement le devenant, puisqu'il a suffi quelquefois que tel ou tel plan de bâti se présente au conseil municipal pour que déjà la maquette se dresse d'une nouvelle occupation des sols. Je sais de quoi je parle. J'y ai été moi aussi au conseil municipal. Et j'aurais mieux fait d'y rester, n'est-ce pas? Si maintenant je crois savoir quelle décision il aurait fallu prendre. Mais j'aurais fait comme tout le monde. Quand de droite ou de gauche on se partageait sans trop de mal les sièges du conseil, et pour moi c'était d'autant plus confortable que j'étais dans la majorité. Parce qu'en ces années-là, quand on était socialiste, on avait toutes les chances d'être dans la majorité. Déjà que même au niveau du pays entier, on était socialiste. Déjà qu'on avait gagné 2 fois de suite les élections nationales. Vous étiez trop jeune, j'ai dit au juge, mais il faut se rendre compte de ce que c'était pour nous 1981. Une année, c'est une drôle de chose, la teinte qu'elle prend. Et les visages qui en surgissent encore 30 ans plus tard. Et puis voilà, surtout 1981, c'est l'année de naissance d'Erwan. Pour tout vous dire, j'ai dit au juge, c'est même à la clinique qu'on a vu se dessiner sur l'écran de télévision la tête du président Mitterrand. Ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Le décompte du présentateur qui avait l'air d'aider ma femme à accoucher, de sorte que le lendemain, oui, on avait un fils. Et c'est comme si les klaxons dans les rues toute la nuit, ils avaient été autant pour l'arrivée d'Erwan que pour le nouveau président. D'autant qu'avec les années, depuis, le bruit des klaxons, ça fait longtemps qu'il s'est retiré loin dans nos cerveaux, vu que ça s'est comme rétréci. Enfin, en tout cas, dans ma tête. Oui, ça s'est comme rétréci. Les événements de nos jours se rabougrissent. Ça n'existe peut-être pas ce verbe-là, rabougrir.
mais moi, je tiens à l'inventer pour l'occasion. Pour une fois que je parle des 20 ou 30 années qui viennent de passer à travers nous, ou à côté de nous, ça non plus, je ne sais pas trop comment le dire, mais de fait, fut un temps où on a senti un peu de vent qui soufflait. Ce n'est pas que la mer soit d'huile aujourd'hui, mais moi peut-être je n'ai plus les oreilles pour le sentir, le vent qui souffle. Erwan pense ça. Erwan me l'a dit souvent, que désormais j'étais trop fatigué pour entendre le vent ailleurs que sur la mer, que j'avais vieilli plus vite que la vie normale. Tandis que lui, c'est sûr, ce genre de vent, il continue de souffler très fort en lui, aussi fort que la musique qu'il écoutait dans sa chambre. Et maintenant j'aimerais bien qu'elle y résonne encore la musique dans sa chambre. Mais j'étais fatigué. Et puis donc Erwan grandissait, alors je me disais que ce serait bien d'avoir du temps pour m'occuper de lui. Et je ne me suis pas représenté. Grand bien m'en a pris, n'est-ce pas, vu que c'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé à flancher avec France. Elle s'appelait France, oui, la mère d'Erwan. Enfin, elle s'appelle toujours France, mais disons que moi, c'est devenu rare que je l'appelle par son prénom. Elle pense que c'est de ma faute, tout ce qui est arrivé depuis. Elle dit que c'est de ma faute. Peut-être qu'elle a raison. Je lui ai dit ça un jour. T'as peut-être raison, tout ce qui s'est passé, c'est sans doute de ma faute. Toujours est-il que ça a correspondu, qu'au moment où j'ai quitté les affaires publiques, elle a commencé à trouver que je passais trop de temps à la maison, comme quoi nous, les hommes, il vaut mieux qu'on soit très occupés, sinon visiblement on devient insupportable. En tout cas, les femmes, elles nous trouvent vite insupportables à se poser devant la cheminée pour fumer, plutôt que, je sais pas, laver les vitres ou passer l'aspirateur. Alors qu'on peut rentrer à minuit tous les jours d'une réunion municipale, elles trouvent ça normal. Elle a jamais compris ça, je crois, les heures vides dans le salon. La lecture du télégramme, si d'aventure j'avais le courage d'acheter le journal et de m'installer là dans le canapé pour le lire intégralement. Alors c'est sûr qu'il valait mieux qu'elle parte, dès lors que le nombre d'heures ces dernières années, je l'ai multiplié au moins par deux dans le canapé, devant le miroir qui surplombe la cheminée, ce même miroir avec le verre tellement piqué, tellement opacifié que souvent quand je le regarde, je vois à peine le reflet de mon visage, plutôt des ombres et des masses qui ont l'air de passer devant. J'ai insisté pour qu'elle me laisse ça, le miroir sur la cheminée. Et ce n'est pas que je ne veux pas voir ce qui se reflète dedans, j'ai dit au juge, mais c'est plus fort que moi. À force de le regarder, je me retrouve comme pris dans l'épaisseur du verre. Le cerveau capturé par le brouillard qu'on pourrait confondre avec n'importe quel matin d'hiver quand le soleil essaie de se refléter dedans, mais comme pâli ou trompé par la texture opaque de la glace. Et plus on s'en approche, plus on est happé par les piqûres nuageuses du verre. Quelquefois je m'y perds dans les brumes du miroir, dans le reflet indécis de moi. Quelquefois même je suis content de m'y perdre, mais quelquefois aussi, j'ai dit au juge, quelquefois je suis en colère contre la brume. J'aurais préféré, il a dit, que vous restiez en colère contre la brume, et seulement la brume. Ah oui, c'est sûr, j'ai dit. Et pour ne pas trop soutenir son regard, j'ai baissé les yeux sur le code pénal posé verticalement sur le bureau, n'osant pas remonter d'un centimètre le long de la couverture, comme une muraille trop haute qu'il aurait fallu escalader pour au moins voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Comme si de l'autre côté des lois, de l'autre côté des articles et des alinéas, dans son regard, c'était déjà non pas les délits et les scènes spectaculaires des délits, mais seulement les punitions et les châtiments. De sorte que là, par-delà le livre, sur le visage du juge que je ne voulais pas regarder, ne se dressait plus déjà que les coursives de la prison, où je me voyais me promener, la tête basse et les mains menottées, et regardant la rade depuis les fenêtres d'en haut, en attendant la visite de France. Mais ça encore, je me suis dit, ça a peu de chance d'arriver. Enfin donc voilà, j'ai dit au juge, il s'est mis tout le monde dans la poche. Et maintenant je dis, si on pouvait seulement entrevoir le démon dans le cœur des gens, si on pouvait voir ça au lieu d'une peau bien lisse et souriante, cela se saurait, n'est-ce pas? Alors, le juge a posé les yeux sur son bureau, ayant l'air de chercher quelque chose parmi les 1000 papiers accumulés, ouvrant une chemise après l'autre, et puis il a mis la main sur une photographie. Il l'a regardée un instant, et puis il l'a fait glisser devant moi, une photo découpée dans la presse, prise ce jour-là avec lui, la Snake, et puis lui, le Goff,
et quelques autres encostumés qui remplissaient le cadre, eux tous devant la maquette, souriant comme des enfants sur une photo de classe. Regardez-le, j'ai dit. À quoi il ressemble? À vous? À moi? Eh bien quoi, il a dit. Vous ne voulez pas que le diable ressemble à Robert Mitchum? Ah non, c'est sûr, pas Robert Mitchum. Encore qu'une photo comme ça, on pourrait bien l'avoir dans un film, avec les visages qui suffiraient d'entourer au feutre noir et punaiser l'ensemble sur le tableau de liège d'un commissariat. Mais j'ai beau jeu de dire ça maintenant, quand ce matin-là, parmi les verres de vin blanc qui commençaient à circuler, même le mot promoteur apparaissait ensoleillé. Je me souviens de la voix de Le Goff se pavanant lui aussi devant la maquette et me disant «Ça fait vrai, hein», en même temps qu'il me tapotait l'épaule, comme s'il avait cherché à retrouver là quelque chose d'amical qui nous aurait quittés, quelque chose qu'à partir de maintenant on aurait risqué de perdre, à force qu'il se déplace dans la foule avec la même vigueur que s'il avait fêté sa victoire aux élections, comme si soudain, là, à la vue de la maquette, il avait justifié ses 2 mandats de maire devant toutes les huiles régionales qui avaient fait le déplacement, les mêmes qui, une à une, égratigneraient leur discours pour faire l'éloge de l'avenir ou bien ironiseraient sur le climat. Ce jour-là, j'ai compris que c'était bien ici, malgré la brume qui ne se lève pas sur les chantiers navals, malgré le vent qui souffle 2 jours sur 3, c'était bien ici, ouais, qu'ils avaient décidé d'implanter ça, une station balnéaire. Et quoique l'expression elle-même, ils se sont bien gardés les uns ou les autres de la prononcer, seulement des mots plus modestes comme résidence ou complexe. Ouais, ils aimaient ce mot-là, complexe immobilier. Finalement, j'ai dit au juge, ça ressemblait à un mariage. Même les femmes avaient soigné leur tenue. Même les enfants couraient partout, sauf Erwan. Erwan est resté à côté de moi tout le temps. Je m'en souviens très bien parce que c'était la veille de ses 11 ans et que l'après-midi, je lui avais promis qu'on irait en ville pour son anniversaire pour acheter une nouvelle canne à pêche. Ouais, il avait 11 ans seulement quand cette histoire a commencé. Encore la voix fluette et sûrement pas l'idée de se percer les narines. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne peux plus passer la main sur sa tête comme j'ai fait ce jour-là. C'est sûr qu'il ne me regarderait plus en levant les yeux vers moi pour dire est-ce qu'on va acheter un appartement dans la maquette? Et moi, je me souviens très bien. En souriant, j'ai répondu non, je ne crois pas, Erwan. Ce n'est pas un projet pour nous. Il y avait le Goff pas très loin qui m'avait entendu, alors il s'est penché vers Erwan et il lui a dit ton père, tu sais, c'est pas le genre de gars à se lancer dans l'immobilier. J'ai souri sans répondre, et pour cause, j'avais rien à dire. Pas plus avancé sur tout ça qu'un gosse de 10 ans. Pas plus qu'Erwan regardant la maquette comme un jouet qu'il aurait aimé construire. Et si j'avais pu comprendre ce matin-là dans quel engrenage sa pensée irait bientôt se glisser, si j'avais pu comprendre qu'à 10 ou 11 ans, on est déjà si poreux aux affaires d'un père, alors c'est sûr que je l'aurais forcé à aller jouer à cache-cache ou je ne sais quoi avec les autres enfants. Et peut-être que le goff me trouvait un peu lointain ou inquiet, je ne sais pas. Alors il s'est senti obligé d'ajouter quelque chose comme Martial, faut pas vous en faire. Pour nous, vous serez toujours notre régisseur. Mais justement, j'ai dit, je voulais vous en parler. Ça me gêne un peu de vous demander ça, mais on se plaît bien ici avec Erwan. Alors est-ce que vous croyez que je pourrais rester habité là, avec tous ces grands projets? Pas loin, il y avait Laznec lui-même, lui qui tout ce temps n'a jamais dû s'éloigner plus de 3 mètres de la maquette, comme s'il fallait toujours que son ombre s'étende par-dessus les immeubles et les espaces verts, par-dessus les petits bonshommes, sur les terrasses des toits. Lui, Laznec, on aurait dit comme un nuage de pluie qui leur cachait le soleil. Alors le goff en a profité pour lui faire signe, et il s'est approché de nous. Monsieur Laznec, a dit le goff, vous connaissez Kermer? Bien sûr, il a répondu. C'est qu'il aimerait bien savoir pour sa maison à l'entrée du parc si toutefois... Et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Laznec a lancé. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez parlé de cette petite servitude. Servitude, j'ai dit? Mais quelle servitude? Et c'est Le Goff que j'ai regardé à ce moment-là, qui lui-même ne pouvait pas s'attendre à l'emploi d'un mot pareil. Mais il n'allait pas contredire l'autre. Alors il s'est débrouillé avec ce qu'il pouvait, avec des c'est-à-dire, des enfin et des... Vous voyez, pourvu qu'à la fin je comprenne que servitude,
Ça voulait peut-être pas dire esclave, mais enfin ça voulait quand même dire épine dans le pied. Alors l'autre, le cow-boy, avec encore une main dans la poche, il a fini par me regarder dans les yeux et il a dit: «Oui, bien sûr, il faudra qu'on en reparle.» Et comme s'il voulait changer de sujet, je ne sais pas si c'est d'instinct ou quoi, à ce moment il a regardé Erwan et il lui a demandé s'il aimait le football. Vous entendez, j'ai dit au juge. Il n'a pas dit ne vous inquiétez pas, ni bien sûr on s'arrangera, non. Il a demandé à un gamin de 10 ans dont il avait repéré l'écharpe rouge et blanche autour du cou, il lui a demandé s'il aimait le football. Alors Erwan m'a regardé comme s'il hésitait à répondre, parce qu'il était comme ça, Erwan, plutôt timide. Je sais que ça peut vous faire bizarre aujourd'hui d'imaginer Erwan timide, mais je vous assure que s'il avait pu se cacher dans ma poche à ce moment-là, il l'aurait fait. Au point que c'est moi qui ai répondu. C'est moi qui ai dit que, bien sûr, oui, il aimait beaucoup le football. Je me suis abstenu de lui dire qu'on était abonné au stade, que pour rien au monde on aurait raté un match, installé là dans le virage des supporters, dans les cris et le froid et les cornes de brume qui retentissent dans la nuit. Je me suis abstenu de lui dire qu'on l'y avait déjà vu, Lasnek, dans sa loge vitrée, les balcons chauffés qu'on réserve aux huiles locales. Lui, la chemise ouverte toujours et discutant avec le président du club ou bien tel directeur de supermarché dont le nom était écrit en gros sur les maillots des joueurs, pendant que nous, on remontait nos anoraks jusqu'au cou dans le vent de la tribune nord. Je me suis abstenu de lui dire que la première fois qu'on l'y a vu, c'était le même soir que sa première visite au château. Nous, depuis la tribune nord toujours, on l'a reconnu, Lasnek. Du moins, j'ai compris qu'Erwan l'avait reconnu quand il m'a tiré sur le bras pour me le montrer du doigt, là-haut dans une loge, et me disant c'est le type de cet après-midi. Et à mon tour, j'ai regardé vers les loges du stade. Et alors j'ai mieux compris pourquoi le goff courait derrière lui comme une ombre. Mais ce que j'aurais dû penser ce soir-là, ce que j'ai appris à penser depuis, c'est que ce n'est jamais bon signe de croiser 2 fois dans la même journée un gars qu'on ne connaissait pas la veille. Là, dans la salle de la mairie, tandis que la foule commençait à se dissiper un peu et que chacun repartait avec son prospectus et ses rêves balnéaires, Lasnek s'est baissé vers Erwan comme un vieil ami de la famille et il lui a dit: Si tu veux, je t'emmènerai la prochaine fois. J'ai des places dans la loge centrale et il y a les joueurs qui viennent nous voir à la fin du match. Alors essayez d'imaginer, j'ai dit au juge. Essayez d'imaginer la lumière qui baignait la rade le jour où il est venu là avec sa voiture de sport et qu'il a emmené Erwan dans la tribune officielle du stade brestois. Moi-même ce soir-là, toujours dans le vent à l'autre bout du stade, je pouvais voir mon propre fils, bien au chaud, derrière une vitre, avec des hôtesses qui lui apportaient son jus d'orange sur un plateau, à côté de lui Lasnek, assis là tous les deux à côté du président du club. Oui, essayez d'imaginer quand à la fin du match cette fois, au lieu de repartir avec nous tous un peu avinés, c'étaient les joueurs eux-mêmes qui avaient débarqué dans la loge et donné à Erwan un maillot qu'ils avaient signé. Vous pourriez ouvrir ses placards encore aujourd'hui, il en a au moins une dizaine. Il a même un maillot signé de Juan César, vous vous rendez compte? Au moins, dit le juge, je n'y connais rien en foot. Oui, bien sûr, non mais c'est seulement pour dire toute cette histoire. Toute cette histoire, après le juge, c'est d'abord la vôtre. Oui, bien sûr, la mienne. Mais alors laissez-moi la raconter comme je veux. Qu'elle soit comme une rivière sauvage qui sort quelquefois de son lit, parce que j'ai pas comme vous l'attirail du savoir ni des lois. Et parce qu'en la racontant à ma manière, je sais pas, ça me fait quelque chose de doux au cœur, comme si je flottais, ou quelque chose comme ça. Peut-être comme si rien n'était jamais arrivé, ou même, ou surtout comme si là, tant que je parle, tant que j'ai pas fini de parler, alors oui, voilà, ici même devant vous, il ne peut rien m'arriver. Comme si pour la première fois, je suspendais la cascade de catastrophes qui a l'air de m'être tombée dessus sans relâche, comme des dominos que j'aurais installés moi-même patiemment pendant des années et qui s'affaisseraient les uns sur les autres sans crier gare. En tout cas, ça n'a pas mis longtemps qu'après ça, on commence à voir des costumes de flanelle sillonner les rues des lotissements, s'installer sur les tables basses des salons pour dérouler leurs plans et répéter leurs phrases apprises par cœur, décider à forcer la vente d'un 2 pièces avec vue sur la mer, en essayant peut-être de cacher leur mépris pour les napperons qui recouvraient les tables dans les salles à manger, parce que sûrement ça ressemblait trop à celles de leurs parents, tandis qu'ils avaient quoi?
30, 35 ans à tout casser, et que s'ils étaient là, leurs mallettes à la main comme des hommes d'affaires, chemises roses et chaussures noires en faux cuir, c'était d'abord pour ne pas leur ressembler, à leurs parents. C'est-à-dire à cette génération assise sur telles années fructueuses dont le crépi des façades construites 20 ans plus tôt signalait déjà la fatigue et l'usure, mais qui s'effritait plus vite que le capital encore placé sur les livrets de caisse d'épargne. Je sais de quoi je parle. J'en avais un moi aussi de livret de caisse d'épargne. Est-ce qu'ils savaient que sur mon compte il y avait depuis peu les 400 000 francs de l'Arsenal? Non, pas eux. Pas les petits costumes de flanelle. Eux, dès que je les voyais arpenter la rue voisine, on aurait dit, comme des témoins de Jéhovah venus expliquer la Bible, plusieurs fois je me suis caché sous la fenêtre pendant qu'ils sonnaient chez moi. Eux, dans le regard, ils avaient cette même étrange lumière qui traversait le seuil des maisons pour apporter la parole divine. Sauf qu'en guise de Dieu, ils avaient la Znek. Lui, la Znek, on aurait dit qu'il avait tout programmé depuis longtemps, comme si à l'âge de 15 ou 17 ans, il avait tout écrit sur une sorte d'agenda des 30 prochaines années, et que c'était suffisamment inscrit dans sa tête pour qu'il ne doute pas un instant de parvenir à ses fins. Parce que là-dessus, l'expérience m'a appris que tout dépend du poinçon qu'on utilise pour graver le marbre qui nous sert de cerveau. Et tout dépend de la force qu'on met sur le poinçon. Lui, c'est sûr, il n'aura pas hésité à appuyer très fort à l'intérieur de lui, pourvu de ne pas déroger à ça, cette scarification mentale en quelque sorte qui l'emmènerait où il voulait, et nous avec. Ouais, nous avec. J'ai pensé souvent en regardant les 2 hectares du domaine qui s'étalaient sous mes fenêtres et commençaient à s'assembler verticalement dans nos têtes, et dans nos têtes seulement, à force de mots comme duplex, comme solarium, comme fitness. Et même un jour, je vous jure, un jour il fut installé un panneau à l'entrée du parc écrit dessus, ici bientôt, le Saint-Tropez du Finistère. Alors maintenant, je ne sais pas si ça a joué contre moi d'avoir eu, pour ainsi dire, un traitement de faveur. Je veux dire, de ne pas avoir à traiter avec des petits agents commerciaux qu'on paye à la commission et dont toutes les phrases ont l'air d'être comme des coquillages collés sur le dos d'une baleine. Moi, en un sens, j'ai eu l'étrange privilège de parler au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, à force que l'Aznec vienne là sur sa propriété. Et oui, il a fallu que je m'habitue à ça aussi, que le château, cette chose qui avait appartenu à tout le monde pendant 3 siècles, ben maintenant, c'était la propriété d'un seul, et qui venait, toutes les semaines ou presque accompagné de 1000 instances cravatées, laquelle pour le sol, laquelle pour le cadastre. À force donc, il m'a même appelé par mon prénom, et à force encore, ouais, il a fini par m'embrasser. Vous avez bien entendu, j'ai dit au juge. Il m'a embrassé. Vous étiez dans le sud avant. Vous avez dû en voir des types qui embrassent tout le monde avec un poignard dans l'autre main. Nous, bien sûr, ce sont des histoires qu'on préfère voir dans le sud que chez nous. Mais on a beau le savoir, on a beau l'avoir imprimé noir sur blanc dans le fond de son crâne, qu'un type qui vous embrasse si chaleureusement, ça n'a rien de rassurant. Oui, on a beau le savoir, quand ça vous tombe dessus, ça fait pas pareil. Peut-être que c'est Le Goff qui avait raison, que j'étais trop isolé ces derniers temps. Alors le premier qui s'approche et rompt la solitude, on s'en fiche de savoir qui c'est, pourvu que tout s'engouffre et s'encastre en vous comme une pièce de puzzle que vous auriez découpée exprès pour qu'elle épouse les contours de votre âme. Voilà. C'est peut-être ça la principale chose que j'ai apprise ces 10 dernières années. Qu'on finit toujours par aimer qui nous aime. Ce ne sont pas des choses que je vous aurais dites comme ça autrefois, mais j'ai eu le temps de réfléchir ces derniers temps. J'ai eu le temps de regarder les griffures du miroir au-dessus de la cheminée et méditer la couleur de chaque heure. J'ai eu le temps de comprendre, oui, que j'étais comme une terre de bruyère à la meilleure saison, que tout aurait pris et éclos et fleuri en moi comme en un festival des jardins, au point que Laznec et moi, eh bien, je crois qu'on a pour ainsi dire sympathisé. Mais j'espère que vous entendez bien. J'ai dit pour ainsi dire, parce qu'en réalité, il faudrait mettre un grand silence, ouvrir une parenthèse énorme et qu'on laisserait vide, seulement gonflé de cet air vicié qui commençait à planer sur la rade, et parce que voilà, j'ai refait 100 fois le chemin dans ma tête, je vous jure que j'ai cherché.
quand les choses avaient basculé entre lui et moi. Et tout ce que j'ai trouvé, 6 ans plus tard, là, devant vous, j'ai dit au juge, tout ce que j'ai trouvé, c'est d'ajouter pour ainsi dire. Parce que c'est un problème insoluble de savoir quand quelqu'un comme lui s'approche de vous, de savoir à quel instant la piqûre a eu lieu. Et je crois bien qu'à ce moment-là, j'ai levé les yeux vers le plafond qui semblait nous servir de ciel, tellement notre monde à nous, le juge et moi, se tenait tout entier dans ce bureau. Bon, mais ça n'empêche, il a repris. Il y a bien eu un début pour vous. Oui, c'est vrai, il y a eu un début pour moi. Je devrais dire une faille. Il y a eu une faille en moi, et il y est entré comme le vent, parce qu'il soufflait autant que le vent, toujours prêt à se jeter dans toute brèche ou fissure du faux mur que j'avais pourtant essayé de faire passer pour de la brique, mais enfin, je ne suis pas en granit. Sinon, comment expliquer qu'un jour, je me sois retrouvé à côté de lui, sur le siège passager de sa Porsche, à longer la mer sur la 4 voies pour aller boire une bière sur le port, sous le seul prétexte de parler de pêche et de bateau, et oui, et surtout ça, de bateau, puisque justement, il venait de s'en offrir un de bateau, du genre même de celui que je pensais m'acheter avec l'argent de l'Arsenal. Et oui, quelle coïncidence, j'ai dit un jour à la SNEC parce que je pensais m'acheter le même modèle. Mais comment j'aurais pu savoir que là, en disant cela, cette phrase échangée comme 1000 autres sur le seuil de ma porte, quand il allait partir comme d'habitude, qu'on parlait de pêche comme d'habitude, et j'ai eu le malheur de lui dire ça, que j'aimerais m'en acheter un moi aussi, un Mary Fisher de 9 mètres de long, alors comment j'aurais pu savoir qu'en quelques mots vite prononcés, on pouvait à ce point-là faire son malheur? Non, le malheur, ce n'est pas ça. Le malheur, c'est que j'ai laissé entendre que j'avais l'argent pour le faire, que je pouvais le faire. C'est-à-dire, un gars comme moi, il a pensé, comment c'était possible qu'un gars comme moi puisse se payer un Mary Fisher? J'ai bien vu tout de suite qu'il a pensé des choses comme ça, à cause de la manière qu'il a eue de neutraliser son visage, de le figer un peu, pour cacher sa surprise. Et alors il a posé la question à sa manière détournée, avec ce qu'il fallait de condescendance. Il a dit d'occasion. Non, neuf, j'ai dit. Je vais en acheter un neuf. Il est resté comme ça, sans rien dire. Peut-être il a eu un petit mouvement nerveux des épaules, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, j'ai dit au juge, devant un visage immobile qui a l'air de supposer que vous lui devez des explications? Parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai imaginé qu'il pensait des choses, et donc j'ai imaginé qu'il fallait que j'y réponde. Que là, devant lui, je devais me justifier de comment c'était possible que moi, Martial Kermer, ouvrier spécialisé à l'Arsenal de Brest, comment moi, je pouvais me payer un Mary Fisher de 9 mètres de long à l'état neuf. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tout raconté. Mon licenciement, tous les gars de la région qui avaient touché leur prime, mon indemnité de 400 000 francs. Et j'ai senti que ça l'intéressait beaucoup. Vous savez à quoi je l'ai senti? C'est la seule fois où j'ai parlé plus d'une minute d'affilée sans qu'il dise rien. Non, rien du tout. Il m'écoutait sans poser une question, comme, je ne sais pas, un psychologue la première fois que vous lui racontez votre histoire et qui vous laisse la dérouler comme un tapis rouge sous vos pieds. Mais comment j'aurais pu savoir, là, devant le seuil de ma maison, comment j'aurais pu savoir que le tapis rouge, je le déroulais pour lui? Mais ce soir-là, encore, il est parti comme si de rien n'était. Il s'est mis au volant de sa Porsche comme si de rien n'était, et puis il est parti. Et même après ça, j'ai dit au juge, vous croyez qu'il m'aurait approché frontalement? Bien sûr que non. Et puis quoi, vous croyez que j'aurais cédé si facilement? Bien sûr que non. Après ça, au contraire, il a laissé le temps s'écouler ce qu'il fallait, les jours s'entasser par-dessus les phrases pour les faire s'oublier, et pire encore, faire s'oublier qu'elles pourraient avoir un lien entre elles. Quand j'y pense, c'est seulement aujourd'hui devant vous, quand je rassemble mes souvenirs, c'est seulement aujourd'hui que je soulève le voile qu'il a su déposer et distendre assez pour éparpiller les morceaux dessous. Mais alors, quand peut-être un mois plus tard, ou je ne sais pas, quand encore là, sur le seuil du château, il a remis dans la conversation cette affaire de pêche et de bateau,
qu'il a reparlé du Mary Fisher qu'il venait d'acheter, j'ai pas vu le lien qui s'était établi dans sa tête. C'est-à-dire que, pour lui, vous comprenez, c'était un bon prétexte pour sympathiser. Or lui, il voulait cela d'abord. Sympathiser. Sympathiser assez pour qu'un jour on se retrouve tous les deux devant son nouveau bateau. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a emmené sur le port, dans sa Porsche. Il a mis une affreuse musique dans l'autoradio et on a traversé le pont qui enjambait la rade. Et on est resté là longtemps, sur le ponton A du port de Plaisance, les bras croisés devant un Mary Fisher 930, à discuter paisiblement. Ouais, paisiblement, parce que les pontons d'un port, ça pourrait pacifier la terre entière. A fortiori si vous y descendez sur le coup de 18 heures, a fortiori si le soleil décline sur le goulet et fabrique sa grande lumière coupante avant de disparaître. Là, au-dessus de la mer calme, de l'autre côté de la rade, on pouvait voir, juste en face de nous, comme installé pour toujours, notre château, qui prenait toute la lumière. D'ici, j'ai dit, on dirait presque un vrai château. Ouais, c'est vrai, il a repris. C'est presque dommage de le détruire. Détruire, j'ai dit. Et tandis que j'étais encore à digérer sa phrase, dans le même temps, il avait commencé à remonter vers les quais, moi lui emboîtant le pas. J'essayais de lui dire que j'avais pas compris ça, que sur la maquette il m'avait semblé qu'au contraire le château. Et oui, mais que voulez-vous, il a dit, le projet évolue, et puis vous verrez, Karmer, ce sera beaucoup plus beau comme ça. Et je l'ai suivi sur la passerelle, sans savoir quoi penser. Mais lui, dans ces moments-là, il savait penser pour deux. Si je peux dire que d'aller boire une bière à cet instant-là, c'était penser pour deux, en même temps qu'on s'éloignait des mâts silencieux des bateaux et qu'on s'installait là, à la terrasse du seul bar ouvert sur le port de Plaisance, qui faisait comme une mezzanine au-dessus de la mer. Et franchement, j'ai dit au juge, franchement, c'est impossible de savoir. Quand un type comme ça vous invite à boire une bière, s'il le fait seulement parce qu'il est seul ce soir-là, ou bien s'il a une idée derrière la tête, ou bien s'il est seulement fier de lui parce que vous êtes comme la dernière personne qu'il aurait pensé amener là. Fier de condescendre en somme, parce qu'un type comme ça, j'ai compris depuis, un type comme ça veut toujours le beurre et l'argent du beurre. Et l'argent du beurre, eh bien, l'argent du beurre, c'est que pendant un temps, Laznec, il s'est senti ami avec moi. Et moi, d'une certaine manière, je l'ai accompagné dans son amitié. Finalement, vous et moi, il a dit, on est un peu pareil. On est comme deux régisseurs à notre manière. Là, je crois que j'ai fait une sorte de moue indécise, de celle qui approuve et sépare en même temps, mais n'engage pas à parler. Lui, continuant de regarder au loin, on aurait dit que de son seul regard, il avait déjà effacé la vieille bâtisse qui nous servait de château. Et à mon tour, je la voyais qui s'effaçait doucement dans l'avenir, tandis qu'il commençait à dire que l'avantage de la région, c'était que le mètre carré restait abordable, et puis qu'il était stable, et que c'était le genre d'endroit où on ne pouvait pas perdre d'argent, au contraire, grâce à des investissements comme le sien. Bientôt, il grimperait le mètre carré, et sans parler du tissu économique de la presqu'île. Et moi, je l'écoutais déplier son discours, avec sa manière bien à lui de faire comme si tout ça, ces histoires d'immobilier, d'avenir radieux, il m'en parlait comme ça, mais que ça ne me concernait pas vraiment. C'est-à-dire l'évoquer avec ce qu'il fallait de désinvolture. Notez cela, j'ai dit au juge, sa désinvolture, celle de qui vous parle à vous, mais qui pourrait ne pas le faire, et vous donne cette impression que tout ce dont il parle se passe ailleurs, loin, sans vous, au point qu'à la fin, si tout se passe bien, à la fin, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en faire partie. Et Laznec le sait, que ça marche comme ça. Il le sait. Maintenant, je vous raconte ça comme si j'avais eu toutes les clés en main dès le début, mais bien sûr pas du tout. Bien sûr, j'étais aveugle comme Saint Paul après sa chute de cheval. Et vous dire comment les choses se sont vraiment enchaînées, comment le temps s'est mis à se diluer en jours pluvieux. Non, c'est comme une nappe de brouillard dont on ne sait jamais où elle a commencé à tomber, ni sur quelle portion de route elle est descendue.
Ce soir-là, j'ai eu le sentiment que tout s'enveloppait d'un seul et lent mouvement, comme un tissu très serré dont on verrait plus les mailles, à cause de la façon dont ses paroles ont fini par sédimenter comme des alluvions au fond d'un fleuve. Alors il n'y avait aucune place pour le hasard quand il a lancé, comme s'interrompant lui-même, mais peut-être je vous dois des excuses, Kermer. Des excuses, j'ai dit, mais pourquoi donc? Parce que je ne vous ai rien proposé. Il a dit cette phrase un peu en l'air, par politesse peut-être, enfin du moins j'ai cru qu'il l'avait dite comme ça, parce qu'il y avait déjà un billet sur la table pour régler nos deux bières. Et sans encore savoir qu'une dizaine de types comme moi avaient dû vivre à peu près la même scène, c'est-à-dire vivre les mêmes heures d'amitié fabriquées pour l'occasion, c'est-à-dire, selon lui, pour ne surtout pas rater une affaire pareille, un appartement tout neuf, avec vue sur la rade. Lui, il faut dire, il n'a jamais présenté la chose comme un endroit fait pour habiter. Il a parlé d'investissement et de rendement, mais jamais d'habiter. De sorte que ça restait comme des lignes d'architecte sans corps à l'intérieur, et que des 2 heures passées là sur le port dans la fraîcheur du soir tombant, je n'ai pas entendu un mot qui avait à voir avec vivre ou habiter. Et on aurait dit que les mots comme fonctionnel ou lumineux ou moderne étaient seulement faits pour compléter l'expression à terme. Je me souviens que je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement à terme. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la réponse, mais je me souviens qu'à terme, on devait y gagner beaucoup, évoquant les 10 à 12% de rendement annuel, sans que je sois sûr de bien comprendre ce que ça voulait dire non plus, sauf que c'était censé être de l'argent en plus pour le propriétaire. Et moi, j'aurais voulu ajouter des adverbes à chacune de ces phrases, des probablement, des éventuellement, des peut-être. Du moins, aujourd'hui que je raconte ça, c'est sûr que je ne manquerai pas d'adverbes. Mais ce jour-là, je ne crois pas que j'ai eu le temps de voir les choses comme ça, avec des adverbes, croulant sous les données qui s'amoncelaient en même temps qu'il continuait de faire comme s'il parlait en général, c'est-à-dire pour tout le monde, sauf pour moi, et s'efforçant de me rendre plus indépendant que je ne l'étais. Ainsi qu'il l'a parfaitement fait ce soir-là quand il a dit Kermer, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez mener votre barque tout seul. Et vous n'imaginez pas, j'ai dit au juge, à cette seule idée de mener sa barque, soudain, dans un cerveau comme le mien, il y a des vagues de 3 mètres qui s'érigent comme des murs d'eau sous mon crâne. Moi, dans la barque en question, c'est comme si je m'étais retrouvé seul, perdu au milieu de l'océan, avec à côté de moi un paquebot géant qui file vers l'Amérique. Alors à cause de ce sentiment même, sous mon crâne, ce fut comme une balle magique qui frappait d'un côté l'autre et cassait toutes les vitres. Et en même temps qu'il y avait cette balle rebondissante qui faisait plus de dégâts qu'une pierre dans un lac, je dis bien en même temps, il y avait quelque chose en moi qui se gonflait d'orgueil ou, je ne sais pas, de souveraineté, quelque chose qui disait oui, c'est vrai, tu sais mener ta barque. Et sans voir que lui, Lasnek, dans mon orgueil, dans ma résistance, dans mon libre arbitre, bientôt, il pourrait s'y vautrer comme dans un canapé en cuir dont il aurait lui-même consolidé les coutures. Et on continuait de boire nos bières en regardant la mer dans le soleil tombant. Et on continuait à parler de pêche et de sa nouvelle vie dans la région, et de tout cet avenir qui s'ouvrait pour la presqu'île, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de planter des graines, très doucement, dans mon cerveau, à peu près comme on en jette dans un champ. Je veux dire, avec la même légèreté de qui sait bien que ça ne marche pas à tous les coups, qu'aussi bien la graine pourrira sur une pierre, ou bien des oiseaux viendront la picorer, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'au nombre de graines jetées à la volée, ça prendra assez pour faire un tapis d'herbe uniforme. Et bien là, j'ai dit au juge, c'est exactement pareil. Et puis aussi, là, eh bien, la graine, elle a pris. À partir de ce moment-là, j'ai dit au juge, c'est comme si le capitaine qui était censé habiter avec moi dans mon cerveau, c'est comme s'il avait déserté le navire avant même le début du naufrage. Et peut-être d'un lointain rocher, les yeux hagards, le capitaine qui a habité mon corps pendant plus de 50 ans sans jamais trébucher, d'un coup, il s'est éclipsé, et alors depuis la rive, il a regardé le bâtiment sombrer. C'est une drôle d'affaire, la pensée, n'est-ce pas?
Ce n'est pas qui est long en distance du cerveau vers les lèvres, mais quelquefois, quand même, ça peut vous paraître des kilomètres. Que le trajet pour une phrase, ce serait comme traverser un territoire en guerre avec un sac de cailloux sur l'épaule, au point qu'à un moment, la pensée pourtant ferme et solide et ruminée 100 fois, elle préfère se retrancher comme derrière des sacs de sable. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les jours qui ont suivi, au lieu de dire clairement non, comme ça se passait au fond de moi, au lieu de me laisser raccompagner à ma place de gardien avec le regard amical sur moi-même que je portais dans mon cœur, au lieu de ça, avec la voix d'un fantôme qui s'entend lui-même, j'ai pris le téléphone un soir et j'ai dit Laznek, j'ai dit pourquoi pas, j'ai dit je signe quand.